Allez. Laissez-la tranquille, mec. Ça vaut pas le coup. Être dit, t'oublies ton pourboire. Le vaisseau spatial dans lequel il est arrivé, où est-il? Où est le codex? Je vous interdis de menacer ma mère! Bien avant que l'histoire de l'humanité ne commence, il y avait une planète très avancée appelée Krypton. Les Kryptoniens ressemblaient à des humains, mais ils étaient bien plus évolués. Quelque part sur Krypton, une femme donne naissance à un petit garçon. Son mari, Jor-El, l'assiste pendant l'accouchement. Dans ce monde, les bébés ne naissent plus naturellement. Ils sont conçus et cultivés dans des laboratoires. Mais cet enfant est différent, car c'est la première naissance naturelle sur Krypton depuis des générations. Pendant ce temps, Krypton est au bord de la destruction. Son noyau est instable, et la planète risque d'exploser à tout moment. Comprenant que la fin est proche, Jor-El se précipite vers le conseil de Krypton, le suppliant de lui remettre le codex, un appareil contenant le plan génétique de chaque Kryptonien né, avant que le conseil ne puisse réagir. Le général Zod entre en trombe. Ce conseil est dissous immédiatement. Pourquoi fais-tu ça, Zod? Allie-toi à moi. Aide-moi à sauver notre race. J'admirerai toujours l'homme que tu as été autrefois. Tu as brandi l'épée contre ton propre peuple. Emmenez-le. Jor-El récupère le codex et l'emmène dans le labo secret de sa femme. Grâce à la technologie kryptonienne, il fusionne les données génétiques du codex directement dans les cellules de son fils. Pendant ce temps, sa femme Laura a localisé une planète lointaine où leur enfant pourrait survivre. Ils nomment leur fils Kal-El et le placent à l'intérieur d'une capsule spatiale. Avant de le faire décoller de Krypton, Laura hésite, le cœur brisé à l'idée qu'elle n'entendra jamais les premiers mots de son fils et ne le verra jamais faire ses premiers pas. Jor-El la rassure en lui disant que leur fils est destiné à la grandeur et qu'il fera des merveilles sur Terre. Juste avant le lancement de la capsule, Zod arrive, essayant de l'arrêter et exigeant de récupérer le codex. Je sais que tu as volé le codex, Jor-El. C'est une seconde chance pour tous les Kryptoniens. Qu'est-ce que tu as fait? Nous avons eu un enfant. La première naissance naturelle depuis des siècles. Détruisez-le! Abattez-le immédiatement. Jetez vos armes. Votre armée est encerclée. Général Zod, pour les crimes de meurtre et de haute trahison, le Conseil vous condamne. Vous et vos complices insurgés à une peine de 300 cycles de réhabilitation somatique. Vous imaginez que votre fils est à l'abri? Je vais le retrouver. Je vais le retrouver! Il n'y a plus de refuge. Quelle heure? Dans le présent, Kal-El travaille sur un bateau de pêche et mène une vie tranquille sous le nom de Clark Kent. La radio du bateau annonce qu'une plateforme pétrolière située à proximité a pris feu et que les travailleurs sont pris au piège sans qu'aucun secours ne soit en vue. C'est alors que Clark passe à la... Alors qu'il s'enfonce sous l'eau, des souvenirs de son enfance refont surface. Le jeune Clark Kent est assis dans sa salle de classe et ses sens hyper développés, qui lui permettent d'entendre tous les sons et de voir à travers tout, le terrifient. Il n'arrive pas à se contrôler et la surcharge le fait paniquer, le poussant à se cacher dans une pièce sombre. Ses camarades de classe se moquent de lui et le traitent de fou. Sa mère, Martha Kent, est appelée à l'aide. Elle le rassure en encourageant Clark à se concentrer uniquement sur sa voix. Concentre-toi sur ma voix.
Clark se calme et serre sa mère dans ses bras. De retour dans le présent. Après avoir survécu à la catastrophe, Clark vole des vêtements pour rester caché. Alors qu'il marche sur la route, il aperçoit un bus scolaire, ce qui déclenche un autre souvenir. Il y a des années, alors qu'il rentrait de l'école, une brute nommée Pete Ross s'en est pris à lui. Couille molle! C'était un miracle, Jonathan. Lana aussi l'a vu. Et le petit Fordham aussi. Ce que Clark a fait. Je voulais juste me rendre utile. Oh, Clark, tu dois garder secrète cette face cachée de toi. La plupart des gens ont peur des choses qui les dépassent. Dis-moi, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Il emmène Clark au garage et lui montre le vaisseau spatial dans lequel ils l'ont trouvé. Il lui montre également un dispositif métallique qui a été découvert avec lui. Jonathan explique qu'il a amené le métal à un métallurgiste réputé qui lui a dit qu'il ne correspondait à rien dans le tableau périodique. Il ne venait pas de la Terre. Jonathan prévient Clark que s'il révèle ses pouvoirs trop tôt, l'humanité pourrait le rejeter. Mais il l'assure qu'un jour viendra où Clark montrera au monde qui il est vraiment et qu'ils seront prêts à l'accepter. En attendant, Clark se fait discret en effectuant de petits boulots pour rester sous les radars. Une fois, pendant qu'il travaille comme serveur dans un bar... Laissez-la tranquille, mec. Ça vaut pas le coup. Ensuite, sur un site de fouilles en Antarctique, une journaliste nommée Lois Lane, travaillant pour le Daily Planet, arrive pour couvrir l'histoire. Clark est également présent pour porter ses bagages. Lois est impatiente de découvrir la vérité, estimant que le public mérite de savoir ce qui se passe. Cependant, les généraux présents sur place écartent toute inquiétude, insistant sur le fait qu'il ne se passe rien d'anormal. Mais Lois Lane reste méfiante. Elle est très curieuse au sujet du mystérieux vaisseau spatial. Où il va comme ça? Intriguée, elle commence à le suivre. Pendant ce temps, Clark utilise sa vision thermique pour se frayer un chemin à travers l'énorme montagne de glace. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce, il découvre enfin le vaisseau spatial enterré. À l'intérieur, il rencontre une machine d'intelligence artificielle avancée. Autour de son cou, Clark porte la clé que Jonathan lui a donnée quand il était enfant. Lorsqu'il insère la clé dans la console du vaisseau, elle active une image holographique de Jor-El. Il suit l'image holographique et voit des cercueils inhabituels. Pendant ce temps, Lois, toujours en train de suivre, se faufile dans le vaisseau. L'intelligence artificielle du vaisseau l'attaque, Clark entend sa voix. Elle est gravement blessée. Elle souffre d'une hémorragie interne que Clark parvient à arrêter grâce à sa vision thermique. Le lendemain matin, il laisse Lois en sécurité en Antarctique et part avec le vaisseau spatial. Lois reste stupéfaite. Elle est persuadée qu'elle vient de rencontrer un extraterrestre. Déterminée à partager son histoire, elle retourne auprès de son rédacteur en chef, Perry, en lançant la plus grande nouvelle que le monde ait jamais vue, à savoir l'existence d'un extraterrestre parmi eux. Cependant, Perry refuse de la publier, craignant la panique du public et un danger potentiel pour leur équipe. Pourtant, Lois n'est pas prête à abandonner. Elle approche un autre journaliste et lui fait part des preuves qu'elle a recueillies en Antarctique, dans l'espoir de faire sortir l'histoire par d'autres moyens. Pendant ce temps, Clark demande à Jor-El de lui dire la vérité sur son identité. Qui êtes-vous? Je suis ton père, Cal. Tellement de questions. Ton nom est Kal-El. Tu viens de la planète Krypton. Nous avons créé des colonies sur d'autres planètes. Notre civilisation a été florissante. Finalement, le chef de nos armées, le général Zod, a tenté un coup d'État. Le symbole de la maison des L veut dire espoir. La seule manière de connaître ta force, c'est de t'entraîner.
De retour à Lois Lane, celle-ci est déterminée à en savoir plus sur son mystérieux sauveur. Elle retrouve la ville natale de Clark et rencontre Martha Kent. De là, elle découvre la tombe de Jonathan Kent. Clark s'approche d'elle. Il lui demande pourquoi elle le suit. Lois lui explique qu'elle sait qu'il a des pouvoirs incroyables et qu'elle croit qu'il pourrait être une force pour le bien dans le monde. Mais elle ne comprend pas pourquoi il choisit de rester caché. Mon père était persuadé que si les hommes découvraient qui j'étais, ils auraient peur de moi. Ils me rejetteraient. Je veux faire quelque chose d'utile de ma vie. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je t'écoute. T'es pas mon père, t'es juste un type qui m'a trouvé dans son champ. Clark! C'est vrai, Clark n'a pas tort. Papa, Attends. Abritez-vous sous le pont! Ah, viens! On reste là, ça va! Profondément émue par l'histoire de Clark, Lois retourne à son bureau et informe Perry qu'elle abandonne l'article sur lequel elle travaillait. Perry est impressionné par sa décision. Il lui dit qu'elle a fait ce qu'il fallait. De l'autre côté, en quête de réconfort, Clark rend visite à sa mère. Elle s'illumine à sa vue. Clark lui explique qu'il a trouvé sa véritable identité. Sa mère ressent une immense fierté. Elle a les larmes aux yeux. Pendant ce temps, l'armée américaine intercepte des images satellites inhabituelles, montrant d'énormes vaisseaux extraterrestres s'approchant de la Terre. Soudain, Ça arrive par Fluer SS. Je viens d'un monde éloigné du vôtre. Votre planète abrite un de mes concitoyens. J'exige que vous remettiez cet individu sous mon autorité. À Kal-El, je dis ceci. Prends-toi dans les 24 heures ou regarde ce monde en subir les conséquences. la panique s'empare des gens et se répand dans le monde entier, alors que tout le monde se pose des questions. Qui est Kal-El ? Un journaliste avec qui Lois avait déjà partagé ses découvertes sur l'entité extraterrestre divulgue l'information à la télévision, révélant ainsi son lien. Peu après que le FBI et l'armée prennent d'assaut la maison de Lois et l'arrêtent. FBI, les mains en l'air, vous exact. Sentant la situation échapper à tout contrôle, Clark se tourne vers une église pour obtenir des conseils. Là, il lutte avec sa conscience, ne sachant pas si le fait de se rendre sauverait le monde ou le condamnerait. Si je me rends, il n'y a pas de garantie qu'il tiendra sa promesse, mais... Quelles sont vos exigences? Je voudrais parler à Lois Lane. Je vais me rendre. Mais vous devez me garantir la liberté de Lois. Dans la salle d'interrogatoire, il s'assoit avec Lois, qui l'interroge sur le symbole qu'il porte sur la poitrine. Clark explique qu'il représente l'espoir dans la culture kryptonienne. Lois lui propose le nom de Superman. Nous avons des inquiétudes sécuritaires légitimes. Si nous mettions carte sur table une fois pour toutes. Je vous fais peur parce que vous ne pouvez pas me contrôler. Ni maintenant, ni jamais. On m'a donné l'ordre express de vous remettre à lui. Faites votre devoir, général. Le général Zod demande que cette femme vienne avec moi. Il n'a jamais été question de l'un des nôtres. Ça va aller. Je suis d'accord. À l'intérieur du vaisseau extraterrestre, Lois reçoit un masque respiratoire car l'environnement est inadapté aux humains. Pendant ce temps, Superman commence rapidement à s'affaiblir. L'atmosphère kryptonienne le submerge, le fait cracher du sang et lui fait perdre ses forces. Bonjour, Kal. J'étais le chef militaire de Krypton. Mon père était notre plus éminent savant. Moi et mes officiers avons été condamnés aux ténèbres de la zone fantôme. La destruction de notre monde nous a libérés. Et puis un jour, nous avons détecté un signal de détresse que tu avais déclenché quand tu as pénétré dans l'ancien vaisseau de reconnaissance. Mon père a volé le codex, le registre des codes et l'a caché dans la capsule qui t'a transporté jusqu'ici pour que Krypton vive à nouveau. Où est caché le codex, Kal? Que devient la Terre? Les fondations doivent être bâties sur une base solide. Non. Zod. Lois, enfermée dans une chambre verrouillée, utilise la clé de commande que Clark lui avait remise plus tôt. Elle déclenche l'IA Jor-El, qui apparaît et l'aide rapidement à élaborer un plan d'évasion.
Jor-El modifie l'atmosphère du vaisseau pour la rendre propice aux humains et ouvre les portes pour Loïs. À votre droite, tirez. Calez-vous dans la nacelle et attachez-vous bien. Penchez la tête à gauche. Superman retrouve ses pouvoirs. Jor-El l'encourage et lui dit qu'il est temps de sauver à la fois son monde d'origine et le monde qu'il a appris à aimer. Loïs, tu peux la sauver, Cal. Oui. Ils m'ont fait quelque chose après, ils ont réussi à lire dans mes pensées. Pendant ce temps, Zod et ses soldats envahissent la maison de Martha, exigeant de savoir où se trouve le vaisseau kryptonien. Où est le codex? Je vous interdis de menacer ma mère! Qu'est-ce que tu m'as fait? Sans votre casque, vous captez tout. Et ça fait mal. À tous les joueurs, ici Guardian. Guardian, arrivons sur l'objectif. Une belle mort est une récompense. Les militaires repèrent à nouveau Superman, mais cette fois, au lieu de le viser, ils baissent leurs armes en signe de respect. C'est à ce moment que Superman se rend compte qu'enfin, les Terriens l'ont reconnu non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Cet homme n'est pas notre ennemi. Merci, colonel. Un scientifique révèle au général Zod qu'après avoir analysé le sang de Superman, il a découvert que l'ADN de Superman correspond parfaitement au codex. Zod demande si Superman doit rester en vie pour obtenir le codex, mais le scientifique lui assure qu'ils peuvent extraire l'ADN nécessaire du corps de Superman, mort ou vif. Maintenant déterminé à tuer Superman, Zod s'apprête à déclencher un appareil appelé la machine à gravité. Celui-ci peut transformer l'atmosphère de la Terre pour qu'elle corresponde à celle de Krypton. Deux machines sont activées, l'une aux États-Unis et l'autre dans l'océan Indien. Les machines commencent à envoyer des faisceaux d'énergie, déclenchant des tremblements de terre catastrophiques, augmentant la gravité de la Terre et modifiant radicalement le climat. Le chaos s'installe et les gens fuient dans la panique. C'est alors que Lois Lane arrive et révèle qu'elle sait comment détruire les machines grâce aux informations que Jor-El lui a données. Ils vont utiliser la capsule spatiale dans laquelle Superman est arrivé, pour entrer en collision avec l'une des machines et ainsi la détruire. Les militaires acceptent le plan et préparent rapidement un avion dans lequel ils embarquent la capsule. Alors que Superman se dirige vers l'océan Indien pour détruire l'autre machine, il se bat de toutes ses forces, mais la gravité générée par la machine est trop forte et le cloue au sol. Pendant ce temps, la conscience de Jor-El tente de raisonner Zod en l'avertissant qu'il répète les mêmes erreurs. Mais Zod refuse de l'écouter. Il déclare qu'il détruira la Terre, tuera Superman et reconstruira Krypton à partir des cendres des os de son fils. Zod ordonne à l'intelligence artificielle d'effacer la conscience de Jor-El. Alors que tout est sur le point de s'effondrer, Superman retrouve ses forces, se relève et détruit de toutes ses forces la machine à gravité dans l'océan Indien.
En conséquence, les effets gravitationnels s'affaiblissent sur toute la Terre. Pendant ce temps, Lois et l'armée américaine combattent les soldats de Zod. Zod tente de détruire l'avion militaire transportant le vaisseau spatial de Superman, mais Superman intervient juste à temps et déjoue l'attaque de Zod. Une belle mort est une récompense. Je vais les faire souffrir, Cal. Superman est contraint de le tuer en lui brisant la nuque. C'est la première fois qu'il utilise ses pouvoirs pour ôter la vie à quelqu'un. Cela l'affecte profondément, car il n'a jamais voulu faire de mal à personne, mais il savait que c'était nécessaire pour protéger l'humanité.